Bonjour à tous et merci de votre fidélité. C'est Territoire d'Info, une émission de Public Sénat et de TV5 Monde, avec les meilleurs moments des interviews politiques de la semaine. Lundi matin, c'est Pierre-Yves Bournazel, le député Agir de Paris et candidat au municipal dans la capitale, qui était notre invité. Il est revenu sur les violences qui ont émaillé le 18e samedi de mobilisation des Gilets jaunes, indiquant qu'il était favorable à ce que les fauteurs de troubles soient assignés à résidence. Bon, la première responsabilité, c'est les fauteurs de troubles. Ce sont ces hommes et ces femmes d'une extrême violence, ces groupes qui infiltrent ces manifestations, qui cassent, qui pillent, qui ruinent des commerces, qui s'attaquent à des kiosquiers, qui s'attaquent à des immeubles, où on évacue des familles qui ont failli brûler. C'est extrêmement grave, donc la condamnation doit être totale. Alors j'ai entendu qu'on parlait de dysfonctionnement, j'ai entendu d'autres qui parlaient de problèmes... C'est Matignon qui parle de dysfonctionnement, oui, de problèmes d'aménagement de l'espace public avec des barrières. Moi, je ne suis pas là pour faire de la polémique et de la surenchère, c'est pas du tout mon profil. Et vous êtes député de Paris, vous regardez ces images oui, là, mais moi je pense à Paris, Paris, je pense aux Parisiennes et aux Parisiens qui ne supportent plus à juste titre ces violences, ces exactions, qui minent notre quotidien, qui empêchent la mobilité de Parisiens pour aller faire leurs courses, qui craignent pour leur sécurité. On a vu les images terribles de ces familles qui sortaient de leur immeuble. C'est plus acceptable, ça mais ne les peut réponses, plus durer. Comment réprimer Alors, il faut les casseurs et pas les gilets jaunes? Quelle est la réponse? D'abord, moi je crois depuis très longtemps qu'il faut bien identifier ces fauteurs de troubles, qu'il faut les assigner à résidence et changer la loi s'il le faut. Il faut les empêcher de venir dans les manifestations et lorsqu'ils y viennent, il faut les condamner fermement. Je pense que ça, c'est très important. Mais il faut passer à une phase d'action aussi. Et pour moi, dans une démocratie, on dialogue. On se met autour d'une table. C'est la raison pour laquelle j'ai salué le grand débat national, qui a son mérite. Mais je souhaite aussi, dès demain, que l'on puisse continuer ce dialogue social avec des partenaires autour d'une table. Et il appartient à ces gilets jaunes qui, on le voit, notamment en province, se tiennent correctement, ont des revendications légitimes. Mais il faut savoir écouter et apprendre des personnes qui ont des revendications en termes notamment de pouvoir d'achat. Mais dans une démocratie, c'est autour d'une table. Pierre Mendès France disait que la démocratie, c'est d'abord un état d'esprit. Eh bien, je crois que c'est ça, l'état d'esprit, c'est le dialogue. Et c'est autour d'une table qu'on avance sur des propositions concrètes. Et moi, j'appelle donc toutes celles et tous ceux qui nous font une certaine idée de notre sécurité, de l'image de la France, de l'image de Paris, eh bien, qui contestent le gouvernement, qui ont des revendications à faire, à demander à ce qu'il n'y ait plus de manifestations à Paris et de se mettre autour de la table et du dialogue social. On a du mal à distinguer, à savoir ce qui vous distingue, ce qui vous différencie d'autres candidats, par exemple, à l'investiture pour la mairie de Paris. Alors dites-nous, quelle est votre spécificité, quelles sont vos mesures emblématiques, quels seraient vos axes de campagne? Des livres, hein. Tout le monde fait un livre, ça c'est bon commun. Cyril a raison, quasiment tout le monde. Qui? Cédric Villani par exemple a fait un livre. Cédric Villani et moi-même, ça fait 2. Attendez, Mounir Majoubi, attendez tout ça. Et Benjamin Griveaux. Mon livre est consacré exclusivement, pour le mien en tout cas, Revoir Paris. à Paris. Bon, c'est un message délivré à la ville. Anne Hidalgo l'a fait aussi, mais il y a plus longtemps. Respirer, voilà. Qu'est-ce qui vous distingue? Bournazel. Quelles sont les propositions de Bournazel? D'abord, c'est un parcours, une légitimité. Je suis élu depuis 11 ans à Paris, dans une position constructive. J'ai voté des projets de Bertrand Delanoë notamment, et même de Madame Hidalgo. J'ai toujours privilégié l'intérêt de Paris avant des considérations partisanes. Je connais mes dossiers. Je connais la vie quotidienne des Parisiennes et des Parisiens. Je suis un habitant du 18e arrondissement. Je connais la diversité sociale, la diversité des quartiers, la diversité générationnelle, la diversité d'origine. J'aime cette ville profondément, j'y suis attaché et je crois que ce parcours-là peut me permettre de développer un certain nombre d'idées. Quelles sont les idées? Je veux profondément changer la gouvernance de Paris. Ce mandat est un mandat très vertical, où on a tout décidé d'en haut. Parfois avec une bonne vision, mais pas avec de résultats parce qu'on n'avait pas les bons partenaires. Je veux apaiser demain, comme maire de Paris, les relations avec l'État, avec la région, avec les communes riveraines. Je veux travailler davantage avec le monde économique, avec le monde associatif, avec le monde culturel. Je veux davantage associer les citoyens à la construction des décisions. Et puis, je veux être le maire de la vie quotidienne. La vie quotidienne, c'est largement dégradé à Paris. On parlait tout à l'heure de l'espace public qui est anxiogène aujourd'hui à Paris, désorganisation totale des travaux. Si je suis maire de Paris dans un an, mon adjoint en charge de la voirie aura pour charge de mettre en œuvre un calendrier avec les différents intervenants sur l'espace public pour mieux gérer les travaux à Paris. Vous ne pourrez pas annuler les travaux? Non, sur la rive gauche, la rive droite, partout. Je les organiserai mieux. Pas des barrières installées des semaines avant le début des chantiers, pas des barrières qui restent des semaines après la fin des chantiers.
Mardi, Brice Hortefeux, député européen, a lui aussi réagi aux violences de l'acte 18 des Gilets jaunes et aux mesures annoncées par le Premier ministre français. L'ancien ministre de l'Intérieur a expliqué ne pas croire au dysfonctionnement dont l'exécutif a fait état et a estimé que les ordres donnés n'avaient pas été les bons. Je ne suis pas naturellement dans le secret du bureau du ministre de l'Intérieur actuel. Bon, d'ailleurs, je le dis, c'est pas parce que je suis dans l'opposition que je vais expliquer que tout ce qui est fait est mauvais, que tous les responsables sont nuls. C'est pas mon tempérament et c'est pas ce que, à l'étape de mon engagement public, c'est pas du tout ce que j'ai envie de dire. Simplement, je ne crois pas à des dysfonctionnements comme apparus par je ne sais quelle opération du Saint-Esprit qui justement n'aurait rien fait, comme cela a été dit par le Premier ministre. Je pense qu'il y a des consignes qui ont été données, des ordres qui ont été donnés, et ces ordres étaient incontestablement pas les bons. Pourquoi ? Je vous donne un exemple simple. On nous dit qu'il fallait éviter naturellement qu'il y ait des blessés, voire plus graves encore. Donc ça veut dire pas de contact physique. En réalité, c'est la doctrine qui a été mise en place, vous le savez, vous l'avez d'ailleurs expliqué, c'est la doctrine qui a été mise en place depuis les lois de Vaquet. À l'époque, c'était Philippe Massony, qui a d'ailleurs été préfet de police, et aussi un policier, Jean-Marc Berlioz, qui avait, avec d'autres, qui avait établi cette doctrine. Donc, pas de contact physique. Mais s'il n'y a pas de contact physique, donc il faut tenir à distance les manifestants. Et là, incontestablement, ce week-end, cela finit par être dit et dévoilé. Eh bien, on a dit pas de contact physique, donc maintien d'organisation traditionnelle, mais en même temps, on a changé les armes non létales, ce qu'on appelle les LBD, et en réduisant leur portée. Les fois précédentes, les armes létales ont une portée de 30 à 40 mètres selon les cas, c'est-à-dire que ça permet de maintenir à distance les émeutiers. Et là, on les a mis à 6 mètres. Donc, naturellement, on a tous les risques de dérapage. Il faut plus de fermeté pour vous, Brice Hortefeux, quitte à assumer d'avoir des blessés. Est-ce que samedi prochain, il faut assumer qu'il y ait des blessés si les manifestations sont aussi violentes ? Précisément, c'est ça le sujet. D'abord, la doctrine qui est appliquée encore jusqu'à ce samedi dernier n'est plus la bonne, puisque la doctrine était utile est efficace en cas de manifestation, elle est inefficace en cas d'émeute. Une chose qui me frappe d'abord, c'est que je trouve que l'on n'a pas suffisamment conscience de la gravité de la situation. Puisque ce que nous avons vécu depuis 18 semaines est totalement inédit sous la Ve République. Qui n'a pas conscience de la gravité de la situation ? Peut-être les médias, peut-être l'opinion publique, peut-être les responsables publics. Car ce que l'on doit retenir, c'est que jamais sous la Ve République, nous n'avons connu une aussi longue période de désordre. 18 semaines, ça ne s'est jamais vu avec saccage, avec pillage et avec casseurs. Alors maintenant, qu'il y ait des mesures qui soient engagées, c'est bien, mais c'est tard et sans doute flou. J'ai été stupéfait d'entendre le président de la République samedi soir réclamer des décisions fortes. Mais il a fallu attendre donc 18 samedis pour que le président de la République comprenne qu'il fallait des décisions fortes. Denis Caro. Pour les européennes, les Républicains partent avec une liste rajeunie, une tête de liste nouvelle. Est-ce que le choix de François-Xavier Bellamy est le bon ? On voit qu'il remonte plutôt dans les sondages. Est-ce que c'est une réussite de Laurent Wauquiez ? Oui, en tout cas, c'est à mettre au crédit de Laurent Wauquiez, puisqu'il avait observé l'expression de François-Xavier Bellamy, qui est un intellectuel, qui est un philosophe, qui est naturellement jeune, mais qui a en même temps une expérience d'élu local, puisqu'il est maire adjoint dans une collectivité importante, qui s'était engagé déjà dans la vie publique, puisqu'il n'avait pas de carte, mais il a été candidat aux élections législatives. Et je dois reconnaître, si ce n'était pas le cas, je le dirais aussi facilement, je dois reconnaître que j'étais à Lyon lors du Conseil national, que François-Xavier Bellamy a fait un discours très impressionnant, à la fois sur la forme, par la qualité de son expression, et en même temps par la hauteur de vue. Et donc, c'est à mettre au crédit de ce que accomplit Laurent Wauquiez pour reconstruire notre famille politique. Nous avons souffert, nous avons quasiment été détruits, et là, incontestablement, nous sommes en train de regravir la pente. Merci Brice Hortefeux. Il fait partie du nouveau monde, donc, François-Xavier Bellamy. Oui, mais le nouveau monde, faites attention, parce que au rythme actuel avec le président de la République, l'ancien monde lui-même deviendra bientôt le nouveau.
Julien Denormandie, le ministre chargé de la Ville et du Logement, était sur notre plateau mercredi. Il a apporté tout son soutien au ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, sous le feu des critiques depuis plusieurs jours, indiquant que celui-ci avait parfaitement assumé ses responsabilités. Ah oui, très clairement. Il a totalement assumé ses responsabilités. Est-ce qu'il ne s'est pas défaussé sur l'ex-bientôt préfet Michel Delpech? Non, pas du tout. Et je crois qu'il l'a très clairement expliqué hier devant les sénateurs lors de cette audition. Quelle est la situation? La situation, d'abord, c'est que nous sommes face à des personnes qui ne sont plus là pour manifester, qui sont là pour casser, pour taper du flic, pour brûler des kiosques, pour parfois mettre le feu à des locaux qui se situent en rez-de-chaussée d'immeubles d'habitation avec des pompiers ou des forces de l'ordre qui doivent ensuite aller sauver femmes et enfants qui peuvent être prisonniers aux flammes. Ça ne s'appelle pas des manifestants, ça s'appelle des factieux, ça s'appelle des personnes qui ne sont tirés, motivés que par une chose, c'est la violence. Et donc, le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre et le Président de la République ont pris des décisions très fortes parce que, manifestement, samedi dernier, il y avait eu un certain nombre de dysfonctionnements. Il s'est défaussé sur l'ex-préfet Michel Delpech. Attendez, quand vous êtes un responsable politique ou un responsable à la tête d'une organisation, votre rôle, c'est quoi? C'est de faire en sorte que les ordres que vous passez, que les décisions que vous prenez, elles s'appliquent. Samedi dernier, un certain nombre d'orientations, cette fameuse nouvelle doctrine de gestion et du maintien de l'ordre, demandée par le ministre de l'Intérieur, demandée par son secrétaire d'État, n'a pas été pleinement et entièrement appliquée. Donc à partir de là, qu'est-ce que vous faites? Quand vous êtes responsable politique, par le préfet, donc responsable de l'organisation, vous prenez les décisions pour faire en sorte que les ordres, les décisions, les orientations que vous donnez soient pleinement respectée. Est-ce que la loi anti-casseurs, si elle était entrée en vigueur plus tôt, elle n'aurait pas permis d'éviter ces violences? En tout état de cause, elle aurait facilité le travail de nos forces de police. Elle aurait par exemple permis de pouvoir interpeller dès l'approche de ces lieux de manifestation, un certain nombre de manifestants qui arrivent cagoulés. On va parler de l'habitat indigne, puisque c'est vraiment quelque chose qui concerne votre ministère. Après ce drame qu'on a tous en mémoire, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point? Est-ce que les choses avancent? Est-ce que du concret se met en place? Est-ce que vous supervisez tout ça, vous, le ministre du Logement? Alors, aujourd'hui, il faut continuer à gérer l'urgence. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 2000 personnes qui ont été évacuées de leur propre immeuble depuis le drame. Et sur ces 2000 personnes, il y en a encore à peu près 1300 qui ne dorment pas dans ce qui était leur lieu d'habitation avant, parce qu'ils n'ont pas pu retourner chez eux ou parce qu'on n'a pas pu encore leur donner accès à un logement dit pérenne. Accompagner, ça veut dire financièrement, ça veut dire aussi aller identifier un certain nombre de logements qui aujourd'hui pourraient être fléchés vers ces personnes. Lors de mon dernier déplacement, j'ai réuni par exemple tous les propriétaires d'une grande rue très connue à Marseille où beaucoup m'avaient indiqué qu'il y avait des logements vacants. Je suis allé identifier avec mes services les propriétaires de ces logements. Pas de risque d'autres drames, Julien Denormandie. Et parallèlement à ça, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Pas Marseille, d'autres villes. Le deuxième élément, ce qu'il nous faut faire, c'est mener cette politique de lutte très forte contre l'habitat insalubre. Ça veut dire reconstruire là où c'est nécessaire. C'est le grand plan de réhabilitation que j'ai lancé. Moi, je veux vraiment, quand vous êtes ministre du Logement, vous avez deux choses vous devez marcher sur deux jambes. Un, construire plus là où c'est nécessaire. Et deux, j'en ai fait un axe très fort de mon action, rénover là où c'est nécessaire. Et aujourd'hui, on a un énorme besoin de rénovation. C'est pour ça qu'on double, par exemple, les financements de la rénovation urbaine. C'est pour ça que j'ai lancé un grand plan. Ironie tragique de l'histoire que j'ai annoncé 3 semaines avant le drame à Marseille précisément, un grand plan de lutte contre ces copropriétés dégradées, 3 milliards d'euros. Et c'est pour ça que j'ai lancé, y compris dans le contexte budgétaire actuel, un nouveau dispositif fiscal. Comme tout ministre du Logement, il porte mon nom, ça s'appelle le Denormandie dans l'ancien. Et c'est un dispositif qui dit... Moi, je demande aux investisseurs qui veulent investir dans la pierre, investissez dans l'habitat ancien et dès que vous faites 25% de travaux dans cet habitat et que vous le louez ensuite, à ce moment-là, vous avez une réduction d'impôt sur le revenu très conséquente. C'est un nouveau dispositif. Normandie. Il vient d'être adopté, les décrets ont été signés et donc vraiment, j'invite tous les investisseurs à s'en saisir. Justement, on estime qu'il faut produire 500 000 logements nouveaux par an pour pouvoir loger tout le monde décemment. Or, on est loin du compte. On était à 395 000, je crois, l'an dernier. On est autour de 400 000. Oui, autour de 400 000. Comment on fait pour y arriver? Alors,
il faut prendre des mesures fortes pour, d'une part, faciliter la construction. Comment on fait ? C'est tout l'objet de la loi logement, la loi Elan, qui a été adoptée il y a tout juste quelques mois, à la fin de l'année dernière, et aujourd'hui qu'on est en train de mettre en application pour faire en sorte que tous les textes d'application sortent le plus rapidement possible et que cela se déploie sur le territoire. C'est des mesures très fortes qu'on prend. C'est une réécriture, par exemple, totale du code de la construction. C'est des nouveaux projets de partenariat qu'on prend. C'est la transformation de bureaux en logement. Invité de notre émission jeudi matin, la secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, Emmanuelle Wargon, a indiqué ne pas exclure le retour de la vignette poids lourd, estimant qu'il s'agit d'une question délicate mais légitime. Je pense que c'est quand même un problème que les poids lourds qui traversent la France, en particulier les poids lourds qui ne sont pas des poids lourds français, ne contribuent pas du tout à l'entretien des routes. Alors même que ce sont les véhicules qui, par définition, sont les plus lourds, donc qui ont le plus d'impact sur le bon état des routes. Après, c'est un sujet délicat, puisqu'on a une expérience malheureuse collective sur ce sujet. Mais reposer la question, ça me paraît extrêmement légitime. Je ne crois pas qu'Elisabeth Borne ait proposé une solution à ce stade, mais dire que la question se pose et que du coup, peut-être qu'il faut trouver un mécanisme qui permette de répondre à ça, me paraît complètement légitime. Ça veut dire qu'une sorte d'écotaxe, nouvelle version, pourrait voir le jour, puisqu'actuellement, le Sénat est en train d'examiner à nouveau la loi sur les mobilités. Ce ne serait pas forcément une écotaxe, et de toute façon, si on avance dans cette idée, par définition, elle sera proposée aux législateurs, donc elle sera débattue. En tout cas, le gouvernement, ce qu'on comprend ce matin, ne l'exclut pas en tout cas. Oui, moi, il me semble que c'est plutôt une bonne idée. Emmanuelle Wargon, bonjour. Vous le savez, la hausse du prix à la pompe en octobre dernier avait déclenché, ou en tout cas, c'était l'un des éléments déclencheur du mouvement des Gilets jaunes. Or, après une accalmie fin 2018, vous le savez, bien, les prix à la pompe flambent à nouveau avec une forte augmentation depuis déjà plusieurs semaines. Une augmentation importante. Et c'est vrai, Cyril l'a dit, dans le nord, dans notre région, eh bien, ils sont nombreux à passer la frontière pour faire leur plein en Belgique, où l'essence est en moyenne 5 centimes moins cher du litre. Vous aviez déclaré dans le journal du dimanche, notre politique en matière de voitures est très simple. Plus de sécurité, moins de pollution, moins de changements climatiques. Alors, aussi louable soit-elle, cette politique est-elle compatible avec le pouvoir d'achat des Français? Si oui, comment? D'ailleurs, lors des réunions publiques, le refus d'une écologie punitive est souvent ressorti des comptes rendus du grand débat national dans notre région. D'abord, là, l'augmentation du prix de l'essence, elle n'a rien à voir avec la politique fiscale du gouvernement. On a entendu le message des Gilets jaunes de la période précédente. On a stoppé l'augmentation de la taxe carbone et on a dit clairement qu'elle ne reviendrait pas, à court terme. Jusqu'en 2020, après on ne sait pas. Dites-nous. Elle ne reviendra pas tant qu'on n'aura pas créé un consensus très large autour d'une éventuelle augmentation. Et le consensus, on ne l'a pas du tout aujourd'hui. Et donc, elle ne reviendra pas en catimini, elle ne reviendra pas contre les Français, elle ne reviendra que si les conditions du consensus sont là. Et il me paraît très clair que les conditions du consensus les Français sur la question, ne sont pas là. Je n'irai pas plus loin à ce stade, mais en tout cas, c'est vraiment notre philosophie. En attendant, l'essence continue à augmenter quand même. Ça montre bien que notre sujet, c'est d'arriver à réduire le poids de la voiture, essence ou diesel, et des carburants dans le budget des ménages. Donc, en fait, on fait plusieurs choses. La première, c'est le chèque énergie. On a augmenté le chèque énergie assez significativement cette année, donc ça permet de payer sa consommation énergétique. Et la deuxième, c'est la prime à la conversion. On a amélioré la prime à la conversion. Mais le sujet, c'est vraiment de repenser un modèle dans lequel on a moins besoin de sa voiture. Et ce modèle, on ne l'a pas. Moi, je comprends très bien quand les Français disent vous ne pouvez pas, d'une certaine manière, sanctionner l'usage de la voiture alors qu'on n'a aucune alternative crédible à l'usage de la voiture telle qu'elle est aujourd'hui. Parce que l'électrique n'est pas assez autonome, parce que les voitures électriques sont encore chères, parce que l'urbanisme fait que les trajets domicile-travail sont longs, que pour aller faire les courses, il faut prendre sa voiture. Donc c'est tout ce modèle qu'il faut qu'on réinterroge ensemble. Et en attendant, on a compris le message sur la taxe carbone de la période précédente. Est-ce que politiquement, c'est pas quand même le retour à la case départ? C'est-à-dire, on revient aux violences du 1er décembre. Vous êtes co-animatrice du grand débat. Est-ce qu'il a servi finalement à quelque chose? Alors, d'abord, je ne crois pas qu'on puisse accepter que 10 000 personnes violentes écrasent la participation d'environ 1,5 million de personnes à cette opération de grand débat. Donc, bien sûr, les images sont terribles, mais
difficile d'accepter que 2 mois de travail de fond, avec 10 000 réunions, avec toutes les contributions qu'on connaît sur la plateforme, etc., les cahiers disparaissent parce qu'on a 10 000 personnes qui ont été très violentes sur les Champs-Élysées. Après, la question, est-ce que le grand débat sert à quelque chose? On aura la réponse quand on aura pris les décisions post-grand débat et fait les annonces qui vont avec. Pour l'instant, on est dans cette période intermédiaire dans laquelle les réunions sont terminées, les réunions locales sont terminées, les réunions avec des citoyens tirés au sort ont lieu encore ce week-end. Et ensuite, on rentre dans la phase de consolidation, puis de décision. Enfin, vendredi, c'est Hugo Bernalicis, le député La France Insoumise du Nord, qui était notre invité. Il a réagi à la décision du bureau du Sénat de saisir la justice du cas de plusieurs collaborateurs du président de la République et a affirmé que la Haute Assemblée avait parfaitement exercé son rôle de contrôle de l'exécutif, à l'inverse de l'Assemblée nationale. Je pense que le Sénat a vraiment, véritablement joué son rôle de contrôle, et je vais même dire davantage, c'est que l'Assemblée nationale ne l'a pas fait. L'Assemblée nationale n'a pas joué son rôle de contrôle et on a empêché les parlementaires, le parlementaire d'opposition que je suis, d'aller au bout d'une histoire comme celle-là qui semble invraisemblable. Vous étiez membre de cette commission d'enquête à l'Assemblée. Parce que je suis membre de la commission des lois et c'était la commission des lois qui s'est transformée en commission d'enquête. Et vous avez vu comment elle a été avortée extrêmement rapidement. Nous avons à 2 reprises demandé à la présidente de la commission des lois et plus précisément même au président de l'Assemblée nationale de remettre sur pied, de remettre sur place une commission d'enquête sur un périmètre plus large comme l'a fait le Sénat, et on a eu 2 fois aucune réponse en fait. Voilà la réalité de comment fonctionne l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'elle ne fonctionne pas sur cette mission de contrôle de l'exécutif. On voit que cette majorité pléthorique nous fait faillir à une mission fondamentale que nous confère la Constitution. Et comment vous réagissez quand vous voyez Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, dire ce matin à la colonne du Figaro qu'on est clairement dans que la séparation des pouvoirs n'est pas respectée? Non mais on se pince, on croit rêver, c'est une blague. Je me souviens de cette séquence à la Maison de l'Amérique latine, vous vous en souvenez peut-être vous-même, quand Emmanuel Macron s'était présenté face aux 3/4 du gouvernement, à une bonne partie des parlementaires de la commission des lois qui étaient dans la commission d'enquête, ont même quitté la commission d'enquête pour aller à la Maison de l'Amérique latine parce que c'est pas trop loin de l'Assemblée. Et ils sont allés tous faire un discours pour applaudir le chef de l'État qui disait Benalla est un excellent collaborateur, je le remercie pour ce qu'il a fait. D'ailleurs, il y a un responsable, si vous le cherchez, il est là, il est devant vous, c'est moi, et qu'il vienne me chercher. Voilà. Rappelez-vous cette séquence. Et c'est cela même qui nous explique qu'il y a un problème avec la séparation des pouvoirs quand le Sénat fait son travail. Non, moi, on marche sur la tête. Alors, on est habitué à vivre dans un monde de plus en plus orwellien. Il faudrait un peu que ça s'arrête et qu'ils redescendent sur Terre et qu'on puisse aller au bout de cette affaire. Et je sais que vos confrères de Mediapart prévoient de nouvelles déclarations ce matin à 9h. Quand vous voyez qu'Édouard Philippe boycotte, hier, les questions au gouvernement du Sénat, quelle est votre réaction? Vous comprenez cette bouderie? Non mais c'est ridicule. Je trouve ça ridicule. Vraiment, il y a une situation politique, il y a des questions qui se posent, il vient, il répond. C'est la première fois d'ailleurs qu'il se défile de la sorte. Jusqu'à présent, il avait toujours mis un point d'honneur, y compris dans les moments compliqués, d'être présent. Quoique, quand je dis ça, justement au début de l'affaire Benalla, souvenez-vous, il avait préféré aller... Non, on lui a demandé, Emmanuel Macron lui a demandé d'aller plutôt sur une étape du Tour de France que de venir à l'Assemblée nationale. Après, il avait été très présent pendant tout le mois de juillet. Vous voyez, finalement, c'est une mauvaise stratégie. Ils sont en train de retomber dans une mauvaise stratégie. Il finira par être obligé de revenir et de répondre aux parlementaires. Alors demain, samedi, acte 19 des Gilets jaunes. Est-ce que vous comprenez quand même qu'il faille rétablir l'ordre public dans ce pays? On a vu déjà cette circulaire aussi, cette note interne du procureur de la République de Paris, Rémi Heitz, qui a été nommé par ce gouvernement, par Emmanuel Macron par ailleurs, qui prévoit qu'on garde le plus longtemps possible les gens en garde à vue. Ça, c'est pas l'état de droit, c'était déjà pas l'état de droit. Alors là, en plus, on vient nous rajouter quoi? On vient nous rajouter les militaires. C'est ça l'élément qui est vraiment important. Jusqu'à présent, sous la Ve République, personne, pour faire du maintien de l'ordre, n'avait fait appel aux militaires. Ni pendant les émeutes dites de banlieue, ni pendant... pour surveiller de façon statique des bâtiments. Mais même dans ce cadre-là, même en mai 68, on n'a pas mis des militaires pour faire des gardes statiques, pour surveiller les bâtiments. Vous parlez de désescalade, mais vous n'avez pas répondu à une autre question. Concrètement, dites-moi, c'est pas une question politique, en dehors de toute considération politique. Quand vous invitez à la désescalade, c'est quoi les clés? Comment on fait pour obtenir une vraie désescalade sur le terrain, pas sur le terrain
pas sur le terrain politique de la dénonciation. Oui, Techniquement, on fait comment? Demain, je suis ministre de l'Intérieur, comment on fonctionne? Voilà, exactement, vos propositions concrètes. C'est bien de se projeter de la sorte. Vous appelez la démission de Castaner, donc si c'est vous qui êtes nommé demain. Non, mais moi j'ai dit, demain je prends sa place, il n'y a pas de problème. Les techniques de désescalade, c'est que vous essayez de mettre un dispositif qui est un peu plus en retrait. Comment font les Allemands? Au lieu d'être au bord de la rue, au lieu d'avoir des équipages de la BAC qui suivent le cortège quasiment au corps à corps tout le long, avec des échanges d'insultes, etc., qui viennent faire monter la tension, et ben vous reculez, vous reculez d'un cran. Par contre, vous avez un dispositif où vous identifiez beaucoup plus en amont les personnes qui seraient fauteurs de troubles, et vous les identifiez aussi à l'aide des vidéos, etc., derrière ceux qui ont cassé, ceux qui ont véritablement cassé. Voilà comment vous gérez un dispositif. Regardez ce que disait le préfet Grimaud en 1968. Il disait, voilà, qu'il y ait des interventions qui soient un peu violentes, parce qu'on va intercepter des casseurs, des gens qui veulent en découdre avec la police. Bon, dont acte. Mais il disait derrière aux policiers, attention, ne frappez pas quelqu'un au sol, ne frappez pas quelqu'un que vous avez déjà arrêté, parce que sinon on se déshonore, et c'est comme ça que la police perd de l'autorité et du respect par rapport à tous les autres manifestants qui n'ont pas envie d'en découdre avec la police. Merci de votre fidélité, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. C'était Territoire d'Info, une émission de Public Sénat et de TV5 Monde. Bonne semaine à tous, au revoir.